à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous faire mon bilan lecture de la première partie du mois d'avril 2018. Alors d'abord je voulais m'excuser pour l'absence de vidéo pendant un petit moment, mais en fait je ne suis pas chez moi la plupart du temps, je ne vis pas chez moi en fait, et du coup je ne peux faire de vidéo que quand je rentre, parce que sinon, enfin ailleurs en fait je n'ai ni mon appareil photo, ni mon logiciel de montage, ni mes livres. Donc voilà, à moins de voir une vidéo non montée sur un téléphone de mauvaise qualité et sans livre, voilà, donc je préfère attendre d'être rentrée pour vous faire une vidéo. Donc j'ai beaucoup de vidéos en retard. Voilà, donc dès que je serai chez moi ou quand je serai rentrée, je vous ferai plus de vidéos. Aussi j'essaie de finir mon mémoire, donc voilà, c'est un petit peu tendu. Alors, pendant cette première partie du mois, j'ai lu 5 livres. Alors, le premier, c'est La Passe Miroir, tome 2, Les Disparus du Clair de Lune de Christelle Dabo, que j'ai lu en... ou Dabos d'ailleurs, que j'ai lu en lecture commune avec un groupe sur Facebook. Alors, j'avais lu Les Fiancés de l'hiver, le premier tome, l'année dernière, en février, et j'avais beaucoup aimé, parce que je trouvais que c'était original et que c'était un peu différent de la fantaisie habituelle où l'héroïne n'a jamais vraiment d'obstacle comme Ophélie dans ce livre. Alors dans le premier tome on suit donc Ophélie qui va quitter son arche d'anima pour le pôle où elle doit se marier avec Thorn, donc dans un mariage arrangé, qui est intendant de la citadelle, il me semble que c'est son titre. Et elle se rend bien compte que lui non plus n'est pas ravi de se marier avec elle, même qu'il en a absolument rien à foutre d'elle, en gros. Et que y a pas mal de complots à la cour, tout ça. Et donc dans le deuxième tome on retrouve bien sûr ces personnages et les gros complots de la cour. Ce que j'ai particulièrement aimé ici, c'est l'évolution d'Ophélie qui s'affirme de plus en plus. Et les autres personnages m'ont agacée à chaque fois qu'ils l'interrompaient. J'avais envie de le taper, j'avais envie qu'elle réagisse aussi, qu'elle leur dise mais laissez-moi parler. Et non. Et non. J'ai aussi aimé le mystère des disparus justement du Clair de Lune et surtout le gros mystère de la série. Enfin, ce qui devient le gros mystère de la série. C'est l'histoire des esprits de famille, surtout de Farouk. Parce que concrètement, le nom Farouk et l'endroit où il vit, c'est-à-dire une arche où il n'y a que de la glace, et son apparence physique, donc avec des cheveux blancs, tout ça, ça colle pas du tout, on est d'accord? Donc ça c'est un des mystères de l'histoire. J'ai aimé retrouver ce monde, en fait je m'attendais pas à ce qui me manquait à ce point, j'étais bien dans le livre en fait. J'ai aussi aimé les personnages de Bérénild et d'Archibald. Thorn m'a toujours... enfin m'agace toujours en fait, et d'ailleurs c'est lui qui fait la dernière action du livre, et j'ai trouvé cette action absolument insensée, complètement absurde. Ça ne colle pas du tout pour moi avec son caractère. Du coup je me suis dit qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Donc voilà. Et aussi un truc que j'ai pas trop aimé, c'est comment la romance est amenée. Non. Je sais pas, je veux pas trop vous en dire, mais enfin, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé, mais non, j'ai pas du tout aimé comment la romance arrive genre pouf, oh mon dieu, voilà. C'était pas trop mon truc. Mais sinon c'était quand même très bien, même meilleur que le premier tome. L'écriture est bonne aussi. Et donc j'ai quand même... enfin la fin est quand même très frustrante. Et elle donne envie de tout de suite lire le tome 3, La Mémoire de Babel, que je lirai donc bientôt. Parce que non, la fin du tome 2 c'est... on peut pas laisser un livre se terminer comme ça. Hein. Et comme je vous ai dit, moi j'ai trouvé ça un peu agaçant parce que j'ai trouvé que ça collait pas trop avec le caractère du personnage de Thorn. Et j'ai aussi aimé dans ce livre découvrir de nouveaux clans familiaux et de nouveaux pouvoirs. J'ai aimé que la magie soit un peu plus présente, voilà, c'était cool. Ensuite j'ai lu Aya's Grace, en français Captive, de Margaret Atwood. Donc j'ai déjà lu d'autres livres de Margaret Atwood et je me suis dit, comme je sais que j'aime son écriture, autant continuer. Et je me dis que quoi qu'elle écrive, en fait je sais que j'aimerais son écriture. Donc même si le sujet est... ouais, et même si l'exécution est mauvaise, je sais que l'écriture sera toujours là pour soutenir le livre. Donc c'est l'histoire de Grace Marks, qui est une femme qui a été accusée d'un crime, enfin de 2 crimes, et donc c'est une histoire vraie. Dans sa postface, Margaret Atwood me dit qu'elle a repris les faits et qu'elle a rempli les trous avec de la fiction, et j'ai trouvé que c'était une réussite. Vraiment. Vraiment. Même si ce livre était un peu long à commencer, parce qu'en fait, j'ai pas réussi à entrer tout de suite dedans, parce que le premier chapitre est un rêve qu'on ne peut pas comprendre quand on n'a pas lu le livre. C'est un peu étrange. Et le deuxième, c'est un long poème qui était très beau, certes, voilà, mais qui, enfin, pour moi ça permet pas trop d'entrer dans le livre. Mais après il y a quand même, en fait je me demandais ce que ce livre pouvait bien m'apporter.
étant donné que je connaissais pas du tout Grace Marks, tout ça. Et en fait, comme d'habitude, Margaret Atwood met de son féminisme dans le livre, et donc on a des réflexions et des remarques sur la condition de la femme, mais surtout des situations réelles, entre guillemets, de femmes dans les années 1840. Du genre Mary Whitney Grace Marks, la logeuse du Dr Jordan, dont je ne me souviens plus le nom, Madame Humphrey, voilà. Madame Humphrey, toutes ces femmes nous montrent en fait que voilà, même enfin à l'époque c'était vraiment pas cool d'être une femme, encore moins une femme servante comme Grace Marks. Ce livre traite aussi de la maladie mentale puisque Grace Marks a été pas vraiment accusée, mais on a dit qu'elle était folle en fait, puisque après les crimes elle est devenue amnésique en fait, elle se souvenait plus de ce qui s'était réellement passé. Et donc à la fin il y a une autre mention de maladie mentale que j'ai adorée. C'est d'ailleurs ça qui m'a fait vraiment aimer le livre, parce que je m'y attendais pas du tout. Voilà. Il y a aussi la mention du spiritisme. J'ai aimé le personnage de Grace. Cette fiction m'a convaincue qu'elle était innocente. Je ne dis pas que la véritable Grace Marks était innocente. Je dis juste que la Grace Marks fictive de Margaret Atwood est innocente pour moi. J'ai détesté le Dr Jordan, qui considère les femmes comme des objets, que ce soit des objets de désir ou des objets d'étude, il les comprend absolument pas. Et c'est très énervant. J'ai aimé le personnage de Jérémia et Mary m'a brisé le cœur. Mais sinon, il n'y a pas vraiment d'autres personnages qui se détachent vraiment. On se concentre surtout sur Grace Marks. Et la narration se fait en plusieurs parties. En fait, on a des parties qui sont des narrations à la première personne, donc Grace qui parle, et des narrations à la troisième personne qui suivent le Dr Jordan ou je crois que c'est que le Dr Jordan d'ailleurs, il n'y a pas d'autres personnages. Il y a peut-être aussi Grace, mais je... Donc le seul problème de ce livre, c'est qu'il est un peu lent à commencer, mais sinon... j'ai adoré. Donc je sais que je relirai encore d'autres livres de Margaret Atwood. Ensuite, j'ai lu Madame Zero de Sarah Hall. Donc c'est un recueil de nouvelles qui n'a pas encore été traduit en français, il me semble. Non, même je suis sûre qu'il n'a pas encore été traduit. Donc c'est un recueil assez diversifié. Il y a des nouvelles qui sont plus du réalisme magique, d'autres qui sont plus réalistes. Il y en a aussi d'autres qui sont carrément dystopiques. Ce qui m'a un peu surprise parce que je m'y attendais pas trop. J'adore cette couverture. Et il y a un chat dessus. Voilà. Bon, l'écriture est bien. Par contre, je trouve que ce recueil est très déprimant. Qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles qui laissent un peu d'espoir. Voilà, sinon ça me va hein, des livres déprimants, hein, mais juste là waouh. Alors je vais vous parler de chaque nouvelle. Alors mes préférés sont Mrs Fox et Luxury Hour. Mrs Fox parle, comme le titre l'indique, d'une femme qui se change en renard. Donc plus réalisme magique, c'était vraiment bien, vraiment. Il y a notamment une phrase qui m'a marquée. Je vous la traduis instantanément, désolée si c'est un peu bizarre. Comme si maintenant, seulement, après cette promenade et cette purge de la maladie qu'est l'humanité, elle était prête pour le petit déjeuner. J'ai adoré cette phrase. Donc voilà, j'ai adoré Mrs Fox. Ensuite il y a Case Study 2. C'est plutôt le rapport d'un médecin qui suit l'évolution d'un petit garçon qui s'est perdu en fait dans les montagnes, si j'ai bien compris. Et il faisait partie d'une communauté un peu sectaire et un peu étrange. Et donc c'est son évolution, comment il apprend à s'intégrer à la société ou pas. Voilà. La fin est un peu... Oh, d'accord. Théâtre 6 ou Theatre 6. C'est une nouvelle futuriste. Alors le narrateur, c'est une nouvelle à la deuxième personne du singulier, ce qui est assez perturbant. Ou à la deuxième personne du pluriel d'ailleurs, c'est selon la traduction comment elle se fera, mais bon c'est you quoi. Et on suit une anesthésiste, ou un anesthésiste d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas, enfin il me semble qu'on ne sait pas le sexe du personnage. Où elle travaille dans un hôpital du futur, donc les principes et les façons de penser sont pas du tout pareils. Et cette anesthésiste est confrontée à une femme enceinte. Tout ce que je vous dis, c'était assez... mais ça fait réfléchir. La quatrième nouvelle s'appelle Wilderness, c'est-à-dire l'état sauvage, on va dire. Et c'est l'histoire d'une femme qui a le vertige et en fait on se rend compte au fil de la nouvelle qu'il y a quelque chose derrière ce vertige, que ça lié à un événement particulier. Mon autre nouvelle préférée c'est Luxury Hour, l'heure de luxe. C'est l'histoire d'une femme qui va à la piscine et en fait son heure de luxe c'est justement aller à la piscine et ensuite se poser à une table et boire un café en regardant les gens nager. Son heure de luxe c'est une heure sans son enfant en fait, sans son bébé. Et j'ai adoré l'ironie de cette histoire, c'est tellement cruel mais j'ai adoré. Later is Ghost, donc plus tard son fantôme. C'est une nouvelle dystopique. C'est l'histoire d'un personnage masculin dont on ne connaît pas le prénom il me semble, qui vit dans une espèce de pièce on va dire. Le climat en fait a complètement changé, il y a des tempêtes qui parcourent le globe, enfin voilà,
impossible de sortir pratiquement. Tout a été détruit, l'humanité, il reste des petites poches d'humanité on va dire. Et c'est Noël donc il veut offrir un cadeau à la femme qui vit avec lui, Hélène, et donc il va s'aventurer dehors. Donc il y a aussi derrière le pouvoir de la littérature, tout ça, puisque, enfin, je vais pas vous en dire plus, mais... Ensuite on a Goodbye Nobody, donc au revoir personne. C'est l'histoire d'une petite fille qui apprend que dans sa rue un chien a décapité un bébé. Et sa mère est médecin légiste, donc elle se demande si elle a dû recoller le bébé, tout ça. Enfin, c'est un peu curiosité morbide, enfin c'est un peu... voilà. Et ça pose la question de la culpabilité, tout ça. C'est assez... On a aussi One in Four, qui est une nouvelle de 3 pages, qui est en fait une lettre d'un médecin qui apparemment a créé une maladie et qui s'excuse auprès de sa femme. C'est la seule nouvelle qui m'a donné envie d'avoir un roman complet, puisque ça m'a un peu fait penser à World War Z, ça avait l'air génial. Et la dernière nouvelle, c'est celle qui m'a mis le plus mal à l'aise, elle s'appelle Evie. Et en fait c'est le nom d'une femme qui change complètement de comportement du jour au lendemain. Et son mari il comprend pas du tout ce qui lui arrive, mais il va quand même s'accoutumer à ce nouveau comportement de sa femme, et c'est surtout sexuellement qu'elle change. La fin, c'était carrément un coup de poing dans le ventre, à la fois pour le mari et pour nous, lecteurs. C'était ouf, voilà. Mais c'est un très bon recueil de nouvelles, assez perturbant et assez déprimant, mais quand même vachement bien. Du coup, je me dis que je pourrais peut-être lire d'autres œuvres de Sarah Hall. Alors, le prochain livre que j'ai fini, je crois que c'est ma grande déception ce mois-ci. Voilà. C'est Obsidio d'Amy Kaufman et Jay Kristoff. Donc, ça suit Illuminae et Gemina. Alors dans Illuminae, on suit Ezra et Cady qui vont fuir leur planète qui a été envahie par une entreprise qui s'est dit bon, comme c'est une colonie illégale, on va l'envahir, personne ne pourra rien dire. Voilà. Dans Gemina, on suit d'autres personnages, mais je ne vais pas vous en dire plus, je ne voudrais pas vous spoiler. Et dans Obsidio, on suit encore de nouveaux personnages et certains autres personnages des tomes précédents, puisque c'est la conclusion de la série. Voilà. Alors, d'abord les points positifs, il y a de l'action tout le temps. Donc ça c'était bien. Il y a toujours le format intéressant des rapports de vidéos ou des mails, voilà, des dessins parfois, enfin, ça c'est top. J'ai aussi aimé retrouver les personnages que j'avais quittés dans les deux tomes précédents, puisqu'ils m'avaient manqué dans le tome 2, j'avoue. Et voilà, c'est à peu près tout. On peut aussi dire que c'est une bonne conclusion à la série, puisque les choses négatives que je vais vous dire en fait, je pense que pour la plupart des gens, c'est positif. Parce qu'en fait, ce qui m'a dérangé dans ce livre, c'est la répétition en fait de ce qui s'est passé dans les 2 premiers tomes. Ce sont exactement les mêmes schémas. Donc ça marche bien pour conclure une trilogie, et la fin est quand même satisfaisante. Mais non, parce que là, ça m'a du coup vachement agacée. Alors déjà, petit 1. La romance est tout le temps la même, elle arrive toujours de la même façon, et non. En plus, ces personnages-là m'ont beaucoup moins intéressé que les personnages dans les 2 premiers tomes. Alors, 2. Le langage des personnages. Leur façon de parler, j'ai trouvé pas ça très authentique. Et leur façon aussi, enfin la façon dont les auteurs barrent toujours... Je vais tenter de vous montrer, puisqu'il y en a partout, ça devrait pas être compliqué, voilà. Ils barrent toujours les jurons, comme ça. Et je ne vois pas l'intérêt, autant les mettre. Parce qu'en plus, il y a différents jurons, donc des fois, on lit la phrase et ça n'a plus aucun sens, sans ce mot-là. Donc voilà. Le problème avec ce livre, c'est qu'il est très prévisible. Donc tous les rebondissements, je les avais vus venir, en gros. Enfin, peut-être pas tous en fait. Des fois, il y a des rebondissements où je me dis, ah, ça va me surprendre. Et en fait, non. Nouveau rebondissement et c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Voilà, déception. Et dans ce livre, je n'ai pas réussi à supporter le mélodrame des personnages. Non. Et si je n'ai pas réussi à apprécier ce mélodrame que j'aurais pu apprécier dans d'autres romans, c'est parce que ici, il est, comment dire, exagéré et superflu, puisqu'on sait très bien comment ça va terminer. Donc il est inutile. Et cette fin m'a tellement déçue. En fait, à un moment donné, la fin partait dans une direction, je me suis dit, ouais, là ça va être cool. J'étais en train de ressentir des émotions, je me disais, oh mon dieu, je vais me mettre à pleurer. Et là, boum. Et ça prend une toute autre direction. Et je lis et je fais, non. En fait, ce livre n'a pas réussi à me surprendre. Et j'étais tellement déçue. Voilà, déçue. Donc en fait, en gros, j'ai adoré Illuminae parce que c'était original et complètement nouveau. J'ai beaucoup aimé Gemina. Mais déjà là, il y avait des petits éléments tirés par les cheveux. Et là c'est le pompon. Là c'est le tirage de cheveux intensif. Je pense que certains sont partis avec carrément. Donc voilà, je suis un peu déçue et je vous ferai un spotlight série exprès sur Illuminae bientôt. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, c'est Room d'Emma Denoyou, qui est traduit de la même façon en français. J'avais lu Kissing the Witch le mois dernier ou le mois d'avant et j'avais adoré.
et j'adore, toujours. Je pense que ce livre devient carrément un coup de cœur maintenant. Voilà. C'est pas de ce livre que je dois vous parler, mais The Room. Alors ici, je veux pas trop vous en dire parce que certains aiment bien entrer dans ce livre sans rien en savoir, mais bon, concrètement avec le titre et enfin on a déjà compris quoi. Alors c'est l'histoire de Jake qui vit avec sa maman dans une pièce, voilà. Et donc on a le point de vue de Jake tout le long. Alors déjà j'ai eu énormément de mal à me faire à ce point de vue et à cette façon d'écrire. Énormément de mal. Ensuite ça me mettait tellement mal à l'aise que j'ai vraiment pas réussi à apprécier le livre en fait. Et pourtant je trouve que c'est très original et que ça permet d'appréhender d'une façon différente ce genre de situation. D'un côté c'est vraiment important d'écrire ce genre de livre et c'est quand même, le point de vue, j'avais jamais eu un point de vue pareil donc voilà. C'est peut-être encore plus déchirant et en même temps il n'y a absolument rien de sentimental dans ce livre. C'est-à-dire que la façon dont le petit garçon parle à sa mère parfois, j'avais envie de dire mais waouh. Et en fait c'est normal, enfin on se rend bien compte que c'est pas de sa faute à lui. Donc le livre, on peut dire que le livre est séparé en deux parties en fait. On a la première partie où ils sont dans la pièce tout ça et la deuxième partie c'est les conséquences en fait de cette vie dans la pièce. Les conséquences psychologiques, éducatives, tout ça. Donc c'est un très bon livre, mais on peut pas dire que c'est un thriller, pas tout à fait. C'est psychologique c'est sûr, mais ouais voilà, je peux pas te dire que j'ai aimé le lire en fait. Je sais que c'est un bon livre et que c'est important, mais je peux pas dire que j'ai apprécié ma lecture, voilà. Bon juste à la fin, je me suis dit attrapons la boîte de mouchoirs tout de suite. Mais voilà, c'est quand même très bien. Je vous le recommande si vous avez envie de tenter ce genre de livre. Donc voilà, ce sont tous les livres que j'ai lus pendant la première partie du mois d'avril. Et je suis en train de lire Vera d'Elisabeth von Arnim. Parce que ce livre aurait inspiré Rebecca de Daphné du Maurier. Et comme je travaille sur elle pour mon mémoire, je me suis dit que ça peut toujours être sympa. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi si vous avez apprécié. Dites-moi si vous avez lu certains de ces livres et si vous les avez aimés, ce que vous en avez pensé. Dites-moi si je vous ai donné envie de lire certains de ces livres. Merci à ceux qui aiment les vidéos, à ceux qui s'abonnent, malgré le manque de vidéos. Encore désolée. Et à ceux qui commentent. Je reviens bientôt, j'espère. Voilà, bye!